Les bruits de soupirs, de soulagement se font entendre parmi les émissaires athéniens et spartiates présents. Devant eux, 2 hommes représentant leurs cités respectives sont parvenus à un accord. Nicias, nouvel homme fort à Athènes après la mort de son rival Cléon, et Pleistoanax, l'un des 2 rois de Sparte, ont bâti ce que l'on appelle déjà la paix de Nicias. Après quasiment 10 ans de conflit et de très lourdes pertes humaines et territoriales, les 2 géants sont bien plus enclins à stopper les fusions de sang. Mais au milieu des soulagements, ce sont bien des râles, des maugréments qui se font entendre. Tout le monde ne semble pas satisfait par cette paix. Les rancœurs sont toujours bien vivantes. Plusieurs questions restent sans réponse. Cette paix, à peine signée, semble déjà bien fragile. Après avoir narré, au cours des 3 premiers épisodes, la première partie de la guerre du Péloponnèse, il est temps d'ouvrir la parenthèse de la paix de Nicias, qui, vous allez vite le voir, est loin d'être une période sans tumulte et même sans grande bataille. Les 2 cités, épuisées et désireuses de récupérer les possessions respectives perdues, entament des négociations durant l'hiver 422-421. Les nombreuses batailles, navales et terrestres, mais aussi les innombrables raids et pillages effectués par les 2 camps, ont été si meurtriers qu'une génération entière de citoyens a été saignée. La paix de Nicias, conclue en avril 421, consacre le retour au statu quo antebellum, littéralement comme les choses étaient avant la guerre. Elle comprend les clauses suivantes. Une paix conclue pour 50 ans. La restitution de toutes les places prises et des prisonniers. Et pour finir, le règlement par arbitrage et négociation des querelles à venir. Concrètement, cela veut dire qu'Athènes doit restituer l'île de Cythère, les villages côtiers et la place forte de Pylos, ainsi que libérer la grosse centaine d'homoioi qu'elle détient. Sparte doit de son côté évacuer la Thrace et demander à Thèbes de libérer ses prisonniers athéniens capturés à la bataille de Délion. Si tout est fait, sur le papier, cela pourrait consacrer une victoire implicite pour Athènes, puisque son empire et son hégémonie, à l'origine du conflit, n'en ressortiraient pas amoindris. Cependant, le tableau est moins simpliste si on s'y penche plus longuement. En vérité, Athènes a beaucoup perdu, notamment sur les plans financiers et de la confiance de ses alliés. Et les rancunes de 431 n'en sont pas moins latentes. Athéniens et Spartiates sont animés d'une profonde méfiance mutuelle et rechignent à tenir leurs engagements. La centaine de prisonniers spartiates est tout de même finalement libérée et les premières terres sont restituées aux Spartiates. Le nord de la Ligue, encore secoué par les événements de l'année passée, n'a pas terminé de voir la violence se déchaîner. La cité de Scionée se révolte à nouveau, alors qu'elle venait d'être prise par Cléon. Mais cette fois-ci, aucun Spartiate ni Macédonien à l'horizon pour les soutenir. La révolte est brutalement réprimée par Athènes, tous les hommes étant mis à mort et toutes les femmes et les enfants vendus comme esclaves après la capitulation. Toutefois, Amphipolis refuse de rejoindre à nouveau l'alliance athénienne, en conséquence de quoi Athènes s'oppose à la restitution de Pylos.
On le voit, cette paix ne résout rien. Aucun des deux camps n'est véritablement vaincu ni vainqueur. Les deux cités se regardent avec suspicion. Tout semble tendre vers un équilibre précaire et une nouvelle guerre froide. De plus, il faut noter que la paix de Nikias n'engage pratiquement que Sparte face à Athènes. De leur côté, Élis, Mégare, mais surtout Corinthe et Thèbes, sous des prétextes divers, refusent de signer la paix. C'est là une menace sérieuse pesant sur la cohésion même de la Ligue du Péloponnèse. Corinthe et Thèbes ont gagné une influence énorme ces dernières années et refusent catégoriquement cette paix, mettant Sparte dans une situation délicate. Elle comprend qu'elle n'est peut-être plus la cité la plus influente de sa propre alliance et qu'elle perd le leadership exercé jusque-là. Si le bilan de Brasidas dans le nord rééquilibre quelque peu l'ensemble, il demeure que la cité ne s'est pas montrée capable de défendre sa propre région. Il faut aussi mentionner une ombre qui se fait de plus en plus menaçante pour Sparte, Argos. Souvenez-vous, nous en avons parlé en début de série. Cette cité, ennemie héréditaire de la cité lacédémonienne, avait été vaincue et avait cédé l'hégémonie sur la péninsule à sa rivale. Mais aujourd'hui, la paix conclue entre les deux cités arrive bientôt à expiration. Le gouvernement spartiate comprend que sa position est fragile. Plusieurs cités parmi les plus puissantes de son alliance refusent la paix et tournent leur grève vers Lacédémone. Si bien que Sparte signe dans la foulée de la paix une alliance défensive avec Athènes. Si étrange que cela puisse paraître. Le but, se protéger d'un soulèvement de ses propres alliés. Il pense ainsi tenir dans le rang ses alliés et maintenir Argos isolé. Calcul qui se veut pragmatique, mais qui ne paye pas du tout. À peine le congrès péloponnésien terminé, les ambassadeurs de Corinthe font un crochet sur le chemin du retour et s'arrêtent à Argos. Les délégués corinthiens sont sur le point d'engager une discussion dramatique pour la place de Sparte. Les Argiens ont eu 30 ans pour ruminer leur défaite face à Sparte. Et voilà que les plus puissants alliés de leurs ennemis viennent à leur porte avec une proposition. Créer une nouvelle hégémonie ensemble, plus à même de faire respecter les droits de chaque cité et créer une troisième voie entre Athènes et Sparte. Cette ambassade est évidemment reçue en grande pompe par les Argiens. Ces derniers comptent surfer sur le mécontentement de nombreux Péloponnésiens face à l'attitude spartiate et se présenter comme les nouveaux garants de l'indépendance péloponnésienne et de la liberté des cités. Et tout va très vite. Quelques jours seulement plus tard, Mantinée, à la tête d'une partie de l'Arcadie, est la première à rejoindre l'alliance argienne. Une vague d'opinions favorables à ce nouveau contre-pouvoir encourage de nombreuses cités à faire de même. La nouvelle ligue tente même d'emporter avec elle la Béotie. Mais cette dernière choisit de rester fidèle à Sparte, qui l'a bien soutenue dans sa résistance face à Athènes et lui a offert le fruit mûr de Platée. À l'orée de l'année suivante, Sparte contre-attaque diplomatiquement et tente de calmer le jeu chez les dissidents. À défaut de ramener Argos dans le rang, elle parvient à éloigner Corinthe de l'alliance qu'elle a elle-même créée. À Athènes, alors que le parti de Nikias veut profiter de la paix négociée pour reconstruire la santé de la cité, un parti pro-guerre se monte déjà dans l'ombre du défunt Cléon. Deux hommes, un certain Hyperbole, mais surtout Alcibiade, le neveu de Périclès, en sont les nouveaux leaders. Ce dernier, s'inspirant des talents d'orateur de son oncle et jouant habilement des clauses de la paix non respectées par Sparte, ou de l'attitude de ses alliés, comme les Thébains, ravive le feu de la confrontation, alors que la paix venait tout juste de l'éteindre. Il arrive à mener pour sa cité des négociations avec Argos, s'engouffrant dans la faille de pouvoir de Sparte. C'est ainsi qu'Argos et ses alliés arcadiens se lient à Athènes, qui compte bien déstabiliser le Péloponnèse malgré la paix signée. L'alliance défensive entre Sparte et Athènes n'aura pas tenu longtemps.
Tout commence en 419. Durant l'été, Alcibiade tente une ingérence au sein de la péninsule. Il contacte des cités d'Achaïe comme Patras et les invite gentiment à se fortifier. Il tente en réalité de détacher toute la région de l'influence spartiate. Durant le même été, profitant des fêtes religieuses des Carnéias, très suivies à Sparte, la nouvelle alliance avance ses pions. La Ligue argienne, soutenue par un corps expéditionnaire athénien, envahit le territoire d'Épidore. Épidore est une cité stratégique, à l'entrée de la péninsule, dont la chute isolerait dangereusement Corinthe de ses autres alliés. D'ailleurs, cet encerclement est suivi par un décret interdisant le passage des armées lacédémoniennes sur son territoire, isolant complètement Sparte et ses alliés les uns des autres. Les alliances contractées les années précédentes ne suffisent pas à servir de dissuasion collective comme espéré. Le Péloponnèse est en fait au bord du chaos. Les Argiens ne s'arrêtent pas là. Ils marchent dès l'année suivante sur le cœur de la péninsule et la cité de Thégée. Après plusieurs mois à temporiser, à coups de mobilisation, d'intimidation et de mini-trêves, Sparte n'a pas d'autre choix que de réagir militairement, sous peine de perdre définitivement le leadership de la région. La cité établit une mobilisation sans précédent et envoie ses troupes en direction d'Argos. Les deux forces partent à la rencontre l'une de l'autre pour livrer une bataille qui se doit décisive. Et cette dernière aura lieu près de Mantinée. Contrairement à ce que peuvent dire certaines analyses, cette bataille est d'une importance majeure. Elle peut être un tournant pour les équilibres du monde grec. Si Sparte perd la bataille, son hégémonie sur la péninsule sera détruite, et Athènes quasiment définitivement débarrassée de son adversaire le plus redoutable. De plus, c'est une armée sérieuse qui marche sur Thégée, prête à la guerre et pas seulement pour un raid. Un peu plus de 8000 combattants, incluant 3000 Argiens, 1000 Hoplites et 300 cavaliers athéniens, 2000 Mantinéens, 1000 Arcadiens et 1 millier d'autres alliés divers. Agis réagit promptement. Il réunit ce que Thucydide nomme ce qui se fait de meilleur en Grèce. Pas moins de 9000 combattants, incluant 3500 Spartiates. Ce chiffre est sincèrement énorme. À ça, il faut ajouter 600 Périèques, 2000 Ilotes affranchis et 3000 alliés Thégéens et Béotiens, fantassins et cavaliers. Nous pouvons noter également un élément qui prouve l'importance capitale de cette bataille. Pour la première fois depuis un siècle, les deux rois de Sparte sont mobilisés. Le vieux Pleistoanax rejoint Agis au dernier moment avec les ultimes renforts des classes les plus jeunes et les plus âgées, et Agis commande l'armée. Sparte joue son va-tout. Les Argiens le savent. À la vue de l'arrivée des Lacédémoniens, ils descendent immédiatement de leur position défensive pour engager le combat. La force principale sur leur droite est tenue par les Mantinéens et les Arcadiens. Viennent ensuite les Argiens, les autres alliés, puis enfin les Hoplites aguerris athéniens et leur cavalerie. En face, Agis accepte le combat et forme sa ligne. Les Périèques à gauche, les alliés péloponnésiens à droite, et au centre, le solide centre spartiate. 2 contingents de cavalerie protègent les flancs. Très rapidement, les deux masses s'élancent l'une vers l'autre, chaque phalange voulant tourner l'armée adverse par la gauche. Les lignes, forcément, se décalent. Agis II ordonne à son flanc gauche d'inverser sa course, mais cette manœuvre crée un trou. Agis ordonne alors à un contingent spartiate d'aller sur sa gauche, mais ce dernier n'aurait pas obéi, et la gauche se retrouve isolée. Le choc est là, et les Périèques sont quasiment immédiatement mis en déroute. Tout le flanc gauche péloponnésien flanche. Le surnombre fait son affaire. Les pertes grimpent rapidement, tout le front doit décrocher. Les Mantinéens et Arcadiens, emportés par leur réussite, poursuivent leur adversaire, sans se rabattre sur le reste du combat.
Le roi Agis sue et hurle en première ligne. Il parvient ainsi à prendre le dessus, minute après minute. Sur la droite, le surnombre fait son effet, et les Athéniens sont à leur tour mis en difficulté et manquent de peu le désastre avant que leur cavalerie vienne les sauver. Agis est en position de force, mais sa gauche effondrée l'inquiète. Les poursuivants pourraient faire demi-tour et l'encercler à tout de moment. Il est contraint de détacher des hoplites pour prévenir cette possibilité. Ni une ni deux, les Athéniens en profitent et se replient sous couvert de leur cavalerie. Le terrain est abandonné. Les Mantinéens et Arcadiens sont isolés et capturés. Agis l'emporte pour Sparte. La bataille s'achève par une grande victoire spartiate. La cité rétablit son hégémonie dans le Péloponnèse au prix de 300 morts contre plus d'1 millier pour les coalisés. Thucydide considère cette bataille comme l'une des plus importantes que purent se livrer les Grecs, et force est de constater qu'elle a failli être un tournant stratégique où Athènes aurait pu gagner beaucoup sans trop dépenser. On peut noter que la bataille est un retour au combat traditionnel hoplitique. Après plusieurs batailles étudiées à coups d'embuscades et d'usage des peltastes, nous avons eu ici un affrontement authentique de deux phalanges. D'ailleurs, cette bataille est souvent érigée en exemple pour parler du phénomène de choc des phalanges. D'ailleurs, en parlant de choc, nous pouvons également noter l'importance de ce paramètre psychologique, qui joue un rôle immense, au final, peut-être même plus que le rôle purement physique de la poussée. C'est la psychologie et la déroute qui ont joué un rôle primordial dans la victoire finale. La défaite est concrétisée avec le retour d'un régime oligarchique favorable à Sparte, à Argos, et le démantèlement de la Ligue dissidente. Les prisonniers mantinéens sont relâchés par Sparte en guise de bonne foi. Et à la fin de l'année, pour la première fois depuis très longtemps, toute la péninsule reconnaît l'hégémonie de Sparte. L'année suivante, Athènes a certes perdu son pari en misant sur Argos, mais au final n'a pas perdu grand-chose dans l'histoire. La paix de Nikias est toujours d'actualité, son intervention auprès d'Argos pouvant être justifiée par son alliance défensive avec cette dernière. Et elle n'a eu que très peu de pertes. Elle profite donc de cette accalmie pour se refaire une santé financière. Cependant, aucune opération ou décision d'envergure n'est planifiée. La politique se déchirant toujours entre le parti de la paix de Nikias et le parti de la guerre d'Alcibiade. C'est bien dommage pour eux, car le peuple d'Argos fait à nouveau appel à la cité à la chouette alors qu'il se révolte déjà, n'acceptant pas le gouvernement oligarchique imposé par Sparte. 2 expéditions spartiates tentent de ralentir cette révolte, notamment en réduisant en décombres les murs de la cité. Mais la colère semble bien prendre pied. En 416, Athènes se décide à se remobiliser sur la scène grecque. Un soutien est donné enfin à Argos pour étendre son territoire et continuer d'occuper Sparte. Puis, une cible facile est choisie par Alcibiade pour apporter une victoire au crédit du parti de la guerre. La victime sera Mélos. L'île est sous influence spartiate depuis longtemps, mais était restée neutre jusque-là. Elle a par plusieurs fois refusé de rejoindre la Ligue de Délos, et cela suffit à Alcibiade pour décréter une expédition menée par 3500 hommes chargés de soumettre l'île. Les Méliens refusent de se rendre, malgré les menaces de mort des Athéniens, en espérant l'intervention de Sparte, qui malheureusement pour eux ne viendra jamais. Mélos est prise après plus de 6 mois de siège. Ses murs sont rasés, les hommes de la cité sont exécutés, les femmes et les enfants vendus comme esclaves et 500 colons sont installés pour revendiquer l'île. L'un des passages les plus célèbres des écrits de Thucydide nous raconte d'ailleurs les échanges entre Athéniens et Méliens qui ont précédé la prise de la ville. Mélos a beau arguer ô combien il ne serait pas sage de la part des Athéniens de s'en prendre à une cité neutre qui ne leur a fait aucun mal, voici quelques extraits particulièrement révélateurs de la réponse athénienne.
Nous ne soutiendrons pas que notre domination est juste parce que nous avons défait les Perses, car vous savez aussi bien que nous, les forts exercent leur pouvoir et les faibles doivent leur céder. Les dieux comme les hommes, par une loi inhérente à leur nature, gouvernent partout où ils peuvent. Nous ne sommes pas les créateurs de cette loi, nous ne faisons que la suivre, sachant que vous, ou n'importe qui d'autre, qui aurait notre pouvoir, ferait de même. Cette invasion en règle, et ce discours, dévoile définitivement un impérialisme athénien qui ne cherche même plus de justification dans leur rôle dans les guerres médiques. Cette affaire, en réalité, noircit considérablement l'image d'Athènes. Mais Alcibiade a ce qu'il voulait. La température monte à nouveau dans les esprits. Quelques mois plus tard, le cours des événements va être complètement chamboulé par quelque chose qui va se dérouler bien loin de l'épicentre du conflit. Et nous revenons alors en Sicile. Bien que l'île ait connu une première intervention athénienne pour contrer l'influence de Syracuse, cette dernière fut brève et sans réelles conséquences. Syracuse est toujours la cité la plus puissante, et de loin, de l'île. D'ailleurs, même à l'échelle du monde grec, cette cité, fondée au 8e siècle par des colons corinthiens, est de premier ordre. On estime que sa population a alors atteint 250 000 âmes, chiffre comparable à celui de la population d'Athènes à la même époque. Elle s'est développée à un rythme impressionnant, profitant de sa position parfaite pour le commerce avec le reste du monde méditerranéen et aussi des riches plaines fertiles qui l'entourent. Elle exerce une influence très importante sur toute la Sicile et s'étend notamment sur l'ouest de l'île jusqu'à atteindre les zones de contrôle des Phéniciens. C'est là qu'une cité, Ségeste, va décider de faire comme d'autres ont déjà fait quelques années auparavant, appeler Athènes à l'aide. Alcibiade a des étoiles dans les yeux. Au-delà du fait que l'homme rêve d'un empire athénien allant jusqu'en Afrique du Nord et en Italie, il perçoit l'intérêt tout particulier de l'île. Sa fertilité bien connue assurait à Athènes une alternative au blé venant de mer Noire et de Thrace, empruntant une route qui, on l'a vu lors de l'épisode précédent, est trop vulnérable aux attaques spartiates à son goût. Ensuite, cette position sur les arrières du monde péloponnésien permettrait à Athènes de finir d'étouffer complètement le commerce de Sparte et ses alliés avec leurs colonies d'Italie et d'au-delà. Évidemment, Nicias s'oppose à nouveau à Alcibiade sur le bien fondé de cette intervention. Alors que ce dernier plaide avec passion la cause interventionniste, le premier veut effrayer les Athéniens en surestimant les forces siciliennes. Leurs murs sont réputés imprenables, leur armée immense, et les Athéniens ne connaissent même pas si bien ces terres. Malheureusement, il obtient l'effet inverse. Alcibiade se sert habilement de ses discours pour ériger Syracuse en menace et donner encore plus d'ampleur à l'expédition. Lui qui demandait initialement une vingtaine de trières, en évoque désormais une centaine. Nicias ne fait pas le poids. Le sang de la famille de Périclès coule dans les veines d'Alcibiade, et le talent politique avec. Athènes se lance dans l'entreprise gargantuesque de l'expédition de Sicile. À la veille de cette expédition gigantesque, la Grèce n'a pas pleinement retrouvé sa stabilité. Sparte a repris en main le Péloponnèse, mais Argos et Athènes continuent à s'opposer ouvertement à son hégémonie. Alors certes, Sparte a sauvé sa peau en remportant avec brio la bataille rangée de Mantinée, mais tout reste en jeu. Cette paix, si on peut continuer à réussir à l'appeler ainsi, ne semble pas pouvoir se maintenir durablement. En dehors des rétrocessions non effectuées, ni Sparte ni Athènes ne se satisfont de ce statu quo, et ne parlons même pas de leurs alliés. Athènes voit en l'expédition de Sicile la possibilité de planter le clou fatal dans le tombeau de Sparte dans la course à l'hégémonie. Si l'île tombe sous son contrôle, la protégée d'Athéna aura une mainmise sur la Méditerranée centrale inégalée. Avant ça, il faut encore s'attaquer à l'une des cités grecques les plus puissantes du monde,
à des centaines de kilomètres de là, sur son territoire. Pas une mince affaire, surtout pour l'époque. Outre le fait que nous sommes à l'aube d'une des expéditions les plus impressionnantes de son temps, cet épisode marquant les guerres du Péloponnèse, qui va durer plusieurs années, est un véritable tournant dans le conflit. Et il sera l'objet du prochain épisode. D'ici là, j'espère que vous avez apprécié celui-ci. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire ou avec simplement un petit like. Merci encore pour votre assiduité et votre enthousiasme pour cette série. J'ai grande hâte de vous livrer la suite et je vous dis à bientôt et que l'histoire soit avec vous.